40 tentatives évoquées et soudain une demande d'extradition déposée au grand jour. Le dossier parle de 19 officiers cités comme cibles et, avec un ton décrit comme ferme, il force le destinataire à se positionner, pendant qu'à l'intérieur, la vigilance se durcit et que chaque échange devient un précédent. Pour les citoyens et les États voisins, qu'est-ce que cela change quand Ibrahim Traoré fait d'une affaire de justice un test de souveraineté dont l'onde peut toucher jusqu'aux 22 millions d'habitants par la peur ou la réassurance? Le avant et le après commencent ici. Ce qui suit n'est ni un plaidoyer, ni une dénonciation, mais une lecture structurée des faits et de leurs implications concrètes, telle qu'elle ressort du contenu source. En quelques minutes, le public peut comprendre pourquoi une demande d'extradition, en apparence ciblée, dépasse un conflit personnel et touche directement la sécurité, l'économie et la stabilité régionale. L'enjeu est simple mais lourd de conséquences. Si une tentative de renversement armé reste impunie au nom d'un calcul diplomatique, la souveraineté devient conditionnelle. Si la procédure suit son cours, elle redessine les lignes rouges entre États voisins. Dans ce cadre, chaque réponse crée un précédent, chaque silence envoie un signal et chaque délai modifie la perception du risque. L'intérêt de cette séquence est donc moins l'issue immédiate que les mécanismes qu'elle met à l'épreuve. Coopération régionale, crédibilité des cadres juridiques et confiance des citoyens. Comprendre ces ressorts permet de dépasser les lectures émotionnelles et d'évaluer ce qui se joue réellement au-delà des discours et des postures. 40 tentatives évoquées depuis l'arrivée au sommet de l'État et une liste de 19 officiers présentés comme cible prioritaire. Ces deux chiffres ouvrent la séquence comme un signal d'alerte plutôt que comme une statistique froide. Leur mise en avant marque le passage d'un soupçon géré en coulisses à une affirmation publique, dans laquelle Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui accepte de rendre visible un dossier déjà décrit comme étayé. Ce mini-révélateur chiffré sert à installer un cadre de lecture précis. Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un cumul présenté comme structurel, destiné à illustrer une pression constante sur l'appareil sécuritaire. La répétition alléguée des tentatives suggère une normalisation du risque, tandis que la concentration des cibles matérialise la gravité potentielle d'un scénario de déstabilisation. Dès lors, la question n'est plus seulement de savoir si une menace existe, mais comment elle est traitée. Pour comprendre cette logique, il faut replacer l'initiative dans le contexte sécuritaire du Sahel. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso évolue dans un environnement marqué par des attaques armées, des tensions régionales et une méfiance croissante envers certaines influences extérieures. Les transitions politiques successives ont fragilisé les équilibres institutionnels tout en renforçant le rôle de l'appareil militaire dans la gestion de l'État. Dans ce cadre, le recours au langage juridique et diplomatique plutôt qu'à une action unilatérale immédiate est présenté comme un changement de méthode. La demande d'extradition n'est pas décrite comme une fin en soi, mais comme un signal adressé aux partenaires voisins. Elle met à l'épreuve les mécanismes régionaux de coopération et de confiance en posant une question structurante. Ces cadres sont-ils capables d'absorber une crise de ce type sans basculer vers l'escalade ? Le mini-révélateur initial trouve ici sa première réponse. En rendant publique la procédure, Ibrahim Traoré transforme une accumulation de signaux fragmentés en un test institutionnel assumé. La curiosité ouverte au départ se referme partiellement. Ce choix ne vise pas seulement un individu, mais cherche à redéfinir les lignes rouges entre États avant même que toute décision formelle ne soit prise. Pour mesurer les effets immédiats de cette séquence, le contenu source quitte le niveau des chancelleries et descend vers le terrain. L'affaire n'est pas décrite comme une abstraction politique, mais comme une menace ressentie par des individus identifiés et par les structures de protection locale. Dans certaines zones rurales, proches des foyers d'instabilité, les officiers cités ne sont pas présentés comme de simples noms sur une liste, mais comme des relais essentiels chargés de coordonner des convois, de maintenir un minimum d'ordre et de faire le lien entre l'armée et les civils. Lorsque ces figures sont décrites comme visées, l'effet immédiat est un sentiment de vulnérabilité collective.
La sécurité, jusque-là perçue comme diffuse, se personnalise. À l'image d'un pilier fragilisé, la mise en cause de ces relais fait craindre un affaissement en chaîne des protections locales, même avant toute action concrète. Dans les centres urbains, l'impact prend une autre forme. L'information circule rapidement, nourrissant une atmosphère d'alerte plus que de panique ouverte. Les réactions rapportées évoquant une vigilance accrue, marquée par des rassemblements spontanés et une attention renforcée portée aux décisions des autorités. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un chef lointain que comme un point de référence autour duquel se cristallisent attente et crainte. L'effet précoce de la demande d'extradition réside dans cette translation. Un dossier diplomatique devient un enjeu vécu, capable de modifier les comportements avant même toute décision formelle. Le sens est clair et immédiat. Quand la sécurité est personnalisée, chaque signal politique compte. Avant la formalisation de la demande d'extradition, la séquence décrite dans le contenu source s'amorce par une accumulation de signaux fragmentés mais persistants. Il est question d'alertes sécuritaires répétées, de soupçons portant sur des réseaux de soutien extérieur et de mouvements discrets présentés comme coordonnés. À ce stade, rien n'est encore tranché publiquement. Le risque est perçu comme réel, mais il demeure contenu dans un registre d'attente sous tension où l'hypothèse d'une rupture diplomatique ouverte n'est pas encore privilégiée. L'activation intervient lorsque les services de sécurité affirment disposer d'éléments jugés suffisants pour relier un ancien responsable en exil à un projet violent structuré. Dans la narration de la source, ce moment marque un basculement clair, le passage du conditionnel à l'affirmatif. La mention explicite d'une liste de 19 officiers visés joue ici un rôle central. Elle transforme une menace abstraite en scénario concret, associé à des personnes identifiables et à des fonctions stratégiques pour la sécurité nationale. À partir de ce point, l'inaction est présentée comme plus dangereuse que l'exposition publique du dossier. Le point culminant est atteint avec la rédaction et la transmission officielle de la demande d'extradition aux autorités du pays voisin. Le document est décrit comme un acte juridique ferme, dépourvu de langage conciliant, qui oblige le destinataire à se positionner. Le fait que cette demande atterrisse sur un bureau étranger est mis en scène comme un geste volontairement visible, destiné à sortir l'affaire des canaux confidentiels. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui accepte de transformer un dossier sensible en enjeu régional assumé, en prenant le risque calculé d'une crispation diplomatique. Après ce sommet, les répliques se déploient sur plusieurs plans. Sur le plan diplomatique, la source évoque une intensification des échanges, caractérisée par un ton plus direct et une réduction des formules habituelles. Les mots se font plus courts, les positions plus lisibles, signe que le registre a changé. Sur le plan sécuritaire interne, il est fait état d'un renforcement de la vigilance, présenté comme une réponse préventive à la possibilité de réactions adverses suscitées par la mise au jour du dossier. Il ne s'agit pas d'une escalade immédiate, mais d'un état de tension prolongé. Chaque camp observe, interprète et anticipe les signaux de l'autre. Une autre réplique se situe au niveau symbolique. La demande d'extradition est présentée comme une ligne de démarcation. Soit les mécanismes de coopération régionale sont activés, soit un précédent de contournement et de silence s'installe durablement. Dans cette lecture, le geste juridique devient un marqueur politique. Ainsi, la séquence ne se clôt pas avec l'envoi du document. Elle ouvre un nouveau cycle dans lequel chaque décision ultérieure s'inscrit dans la continuité de cette rupture initiale. Le avant et le après ne renvoient plus seulement à une chronologie, mais à un changement de registre. Ce qui relevait d'un soupçon géré en coulisses devient une épreuve publique, dont les effets continuent de se déployer bien au-delà de l'acte formel. Avant la demande formelle, la menace est décrite comme diffuse. Après sa publication, elle devient mesurée par des repères chiffrés. Cette bascule, de la référence à l'écart, structure tout le raisonnement. Ce qui change n'est pas l'existence du risque, mais la manière de l'exposer, de l'ordonner et de le rendre lisible pour des acteurs multiples. Le contenu source insiste sur le fait que les chiffres mobilisés ne servent pas à produire des probabilités exactes, mais à baliser des ordres de grandeur et des écarts de conséquences. Le premier chiffre, celui de 40 tentatives évoquées, est présenté comme un cumul depuis l'arrivée au sommet de l'État.
En clair, la répétition suggère une pression constante plutôt qu'un incident isolé ponctuel. Dans la narration, ce nombre n'est pas introduit comme une statistique autonome, mais comme un repère de fréquence destiné à installer l'idée d'un environnement structurellement instable. La menace n'est pas décrite comme exceptionnelle, mais comme normalisée. Le contraste implicite réside dans l'absence de renversement effectif, malgré cette répétition. Ce décalage sert à soutenir l'argument d'un appareil sécuritaire jugé plus vigilant qu'auparavant, sans entrer dans des détails opérationnels vérifiables. Le second chiffre clé est la liste de 19 officiers désignés comme cibles. En clair, la concentration des cibles matérialise un risque stratégique immédiat. Ce nombre fonctionne différemment du précédent. Là où les 40 tentatives installent une durée, les 19 officiers condensent la gravité. Ils sont décrits comme occupant des fonctions centrales, capables d'assurer la coordination, la continuité et le lien entre l'armée et les civils. Toucher ce noyau reviendrait, selon la logique exposée, à créer un vide fonctionnel rapide. Le delta se situe ici dans le passage du discret au public. Avant, ces rôles opéraient en relative invisibilité. Après la divulgation, ils deviennent un symbole national, renforçant la perception collective du danger. Un troisième chiffre élargit encore l'échelle. 22 millions d'habitants présentés comme la population concernée indirectement. En clair, le passage au macro relie sécurité ciblée et stabilité collective nationale. Ce nombre ne vise pas à suggérer une exposition uniforme, mais à rappeler que les conséquences d'une déstabilisation institutionnelle dépasseraient largement les cercles militaires. Il sert de pont narratif entre le micro, incarné par des officiers identifiés, et le macro, représenté par la société dans son ensemble. L'écart mis en avant n'est pas mesuré en perte ou en gain, mais en ampleur d'impact potentiel. Pris ensemble, ces trois repères construisent une logique comparative. Avant, la menace est fragmentée, décrite par des signaux multiples mais dispersés. Après, elle est hiérarchisée, fréquence, concentration, population concernée. Cette mise en ordre permet de justifier l'idée que l'inaction aurait un coût perçu comme supérieur à celui de l'exposition diplomatique. Le raisonnement ne repose pas sur la précision mathématique, mais sur la cohérence interne entre chiffres et narration. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est positionné comme l'acteur qui assume cette exposition chiffrée. Non pour clore le débat, mais pour le déplacer vers un terrain procédural et public. Les nombres deviennent alors des outils de cadrage destinés à transformer une accumulation de soupçons en arguments structurés. La curiosité ouverte au début de la séquence trouve ici sa réponse. Le choix de rendre visibles ces écarts vise à rendre l'inaction politiquement et institutionnellement plus coûteuse que l'action. L'argumentation opposée la plus fréquemment avancée repose d'abord sur un principe de stabilité régionale. Selon cette lecture, une demande d'extradition formulée de manière abrupte risquerait de fragiliser des relations diplomatiques déjà sensibles. Exposer publiquement un différend judiciaire entre États voisins pourrait nourrir la méfiance, réduire l'espace de médiation et créer des effets de contagion dans un environnement où les équilibres sont précaires. Dans ce cadre, la prudence et le traitement discret des accusations sont présentés comme des garanties contre une escalade inutile permettant de préserver des canaux de dialogue jugés essentiels à la sécurité collective. Un second argument insiste sur la fragilité supposée des preuves évoquées dans le discours public. Les critiques soulignent que les éléments mentionnés ne sont pas soumis, à ce stade, à un examen indépendant et contradictoire. En l'absence de procédures transparentes, accessibles à des observateurs extérieurs, la demande d'extradition pourrait être interprétée comme politiquement motivée. Cette crainte renvoie au risque de créer un précédent où des accusations graves circulent avant toute validation judiciaire formelle, affaiblissant la crédibilité des mécanismes juridiques régionaux et alimentant des lectures partisanes. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux car elles renvoient à des préoccupations réelles, la préservation des équilibres régionaux et la protection contre l'instrumentalisation de la justice. La réponse proposée dans le contenu source s'articule toutefois autour d'une logique différente. Concernant la stabilité, il est avancé que celle-ci serait déjà fragilisée
par la répétition alléguée des tentatives et par leur caractère transfrontalier. Dans ce raisonnement, le silence ou la gestion en coulisses ne réduirait pas le risque mais l'accumulerait en laissant s'installer des zones grises propices aux interprétations et aux initiatives non contrôlées. Sur la question des preuves, la narration insiste sur le fait que la demande d'extradition n'est pas présentée comme une conclusion, mais comme un déclencheur procédural. L'acte public vise à déplacer le débat vers un cadre juridique formel où les accusations peuvent être examinées, contestées et validées selon des règles établies. Autrement dit, rendre la procédure visible serait un moyen de soumettre les éléments à un test institutionnel plutôt que de les laisser circuler sous forme de rumeurs ou d'affirmations non vérifiées. Au cœur de cette réponse se trouve une comparaison des coûts. Le risque diplomatique d'une demande explicite est jugé inférieur au risque sécuritaire perçu d'une inaction prolongée. Le débat n'oppose donc pas justice et stabilité, mais deux visions concurrentes de la prévention du désordre régional. Dans cette lecture, l'initiative associée à Ibrahim Traoré assume le pari que l'exposition procédurale, malgré ses tensions, offre un cadre plus prévisible que l'ambiguïté prolongée. À ce stade du récit, la demande d'extradition cesse d'être perçue comme un simple acte juridique isolé et devient un instrument de reconfiguration stratégique. Le contenu source suggère que l'objectif n'est plus seulement de poursuivre un individu précis, mais de forcer une clarification des positions régionales restées jusque-là ambiguës. Ce déplacement du sens modifie la lecture de toute la séquence précédente. Les signaux fragmentés, les tensions latentes et les chiffres évoqués apparaissent désormais comme les éléments préparatoires d'une mise à l'épreuve assumée des cadres existants. Le point médian ne révèle donc pas une information nouvelle, mais un changement de perspective. Ce qui semblait défensif, voire réactif, prend une dimension offensive sur le plan institutionnel. En rendant publique la procédure, Ibrahim Traoré est présenté comme l'acteur qui utilise le droit pour provoquer un réalignement politique. La demande d'extradition agit alors comme un révélateur. Elle oblige chaque partenaire à sortir d'une posture d'attente et à assumer publiquement ses choix. Dans cette optique, le dossier individuel sert de levier. Il expose les rapports de force réels, les marges de manœuvre limitées et les contradictions entre discours de coopération et pratiques effectives. Le cœur de la révélation réside là. À partir de ce moment, le débat ne porte plus seulement sur la plausibilité des accusations, mais sur la capacité des mécanismes régionaux à produire une réponse cohérente face à une crise désormais déclarée. À partir de cette clarification, les effets potentiels de la séquence se déclinent différemment selon les acteurs concernés et le contenu source invite à les examiner séparément pour en mesurer la portée réelle. Pour les institutions étatiques, l'enjeu central devient celui de la crédibilité. Une réponse claire et assumée à la demande d'extradition renforcerait l'idée que les mécanismes juridiques régionaux peuvent fonctionner même sous pression politique. A l'inverse, une absence de décision prolongée alimenterait la perception d'un droit à géométrie variable, où les engagements formels cèdent devant les calculs diplomatiques. Dans cette lecture, l'initiative portée par Ibrahim Traoré place les États voisins face à un choix structurant pour leur image et leur autorité institutionnelle. Du côté du tissu économique, les répercussions sont décrites comme indirectes mais sensibles. Un climat diplomatique tendu peut ralentir certains échanges, retarder des projets transfrontaliers ou accroître la prudence des investisseurs régionaux. Le contenu source souligne toutefois que ces effets ne sont ni automatiques ni uniformes. Une clarification rapide, même conflictuelle, pourrait réduire l'incertitude à moyen terme. Le coût économique dépend donc moins de l'existence du désaccord que de sa durée et de sa lisibilité. Dans ce cadre, la prévisibilité apparaît comme un facteur clé pour les acteurs économiques. Pour les citoyens, les conséquences se situent avant tout sur le terrain perceptif et sécuritaire. La diffusion d'informations sur des complots présumés et sur des listes de cibles identifiées renforce un sentiment d'exposition, particulièrement dans les zones déjà fragilisées. En même temps, la mise en avant d'une réponse institutionnelle visible est décrite comme un facteur de réassurance partielle. Le message implicite
est que l'État ne se contente pas de gérer en coulisses, mais assume publiquement la défense de ses cadres, et par extension de la population. Cette tension entre inquiétude et réassurance structure la réaction sociale observée. À l'échelle régionale, enfin, l'enjeu dépasse largement les frontières nationales. Le dossier devient un précédent pour la gestion future des crises transfrontalières. S'il aboutit à une coopération effective, il pourrait renforcer la confiance entre partenaires du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. S'il échoue, il risque au contraire de consolider une logique de méfiance et de repli, où chaque État privilégie ses intérêts immédiats au détriment de cadres communs. Dans cette analyse, Ibrahim Traoré est présenté comme le catalyseur de ces dynamiques, non parce qu'il en contrôle l'issue, mais parce que son initiative oblige chaque acteur à révéler ses priorités. Ainsi, les conséquences ne se mesurent pas uniquement par une décision judiciaire finale, mais par l'évolution des comportements institutionnels, économiques et sociaux qui en découleront. Ce sont ces ajustements progressifs, visibles ou latents, qui détermineront si la séquence ouvre la voie à une stabilisation plus lisible ou à une fragmentation durable des réponses régionales. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le contenu source permet de dégager 3 trajectoires plausibles, sans leur attribuer de probabilité chiffrée. La première correspond à un statu quo sous tension. La demande d'extradition reste en suspens, traitée par des échanges procéduraux lents et prudents. Les canaux diplomatiques demeurent ouverts mais sans décision claire. Dans ce scénario, la situation se stabilise dans une incertitude gérable, où la crise devient un bruit de fond. Les effets sont limités mais persistants. Coopération ralentie, méfiance contenue et attente prolongée des acteurs concernés. Une seconde trajectoire, plus favorable, repose sur une clarification juridique dans un délai raisonnable. Une décision explicite intervient en enclenchant un processus formel et vérifiable, même s'il ne satisfait pas pleinement toutes les parties. Cette issue crée un précédent de coopération juridique régionale. Elle réduit l'ambiguïté et envoie un signal de prévisibilité aux partenaires institutionnels et économiques. À moyen terme, la lisibilité du cadre pourrait renforcer les mécanismes existants et diminuer les incitations aux actions clandestines ou aux calculs opportunistes. La tension initiale se transformerait alors en référence structurante pour la gestion future de crises similaires. Une troisième trajectoire apparaît plus défavorable. Elle combine refus explicite ou enlisement prolongé et polarisation accrue. Les échanges se durcissent, les mécanismes régionaux sont contournés et la crise se déplace vers des mesures de rétorsion symboliques ou pratiques. Dans ce cas, chaque acteur anticipe les réactions adverses plutôt qu'une médiation collective. Le coût de la gestion du risque augmente car l'incertitude nourrit des comportements défensifs et réduit les marges de coopération. La crise cesse d'être un dossier circonscrit pour devenir un facteur de fragmentation durable. De ces scénarios se dégage une recommandation de méthode. Si une décision est inévitable, alors sa lisibilité et son calendrier comptent autant que son contenu. L'enjeu n'est pas seulement l'issue juridique, mais la capacité des acteurs à réduire l'incertitude et à prévenir les malentendus qui alimentent l'escalade. Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré fonctionne comme un révélateur. Elle oblige les partenaires à choisir entre la gestion prolongée de l'ambiguïté et l'acceptation d'une clarification, même coûteuse à court terme. Pour le public institutionnel, cette séquence agit d'abord comme un rappel des limites et des responsabilités. Les administrations et les forces de sécurité y lisent un signal sur la manière dont des crises transfrontalières peuvent se matérialiser sans préavis, puis s'installer dans la durée. L'attention se déplace vers la coordination, la circulation de l'information et la capacité à agir dans un cadre légal clair, même lorsque les marges de manœuvre sont étroites. La question n'est plus seulement de réagir, mais d'anticiper des dossiers sensibles dont l'impact dépasse les frontières administratives habituelles. Pour le monde économique et les acteurs sociaux, la résonance est différente. Les entrepreneurs, les organisations professionnelles et les collectivités locales s'intéressent surtout à la stabilité du cadre général. Une crise prolongée est perçue comme un facteur d'incertitude qui freine décisions et investissements. A l'inverse, une clarification, même exigeante, est souvent jugée préférable à l'ambiguïté.
Dans ce registre, la prévisibilité devient une ressource en soi. Savoir à quoi s'attendre compte parfois autant que la décision finale. Du côté des citoyens, l'impact se joue sur le terrain de la confiance. L'exposition médiatique d'un dossier de sécurité peut accroître l'inquiétude, mais elle peut aussi produire l'effet inverse lorsqu'elle est associée à une réponse institutionnelle lisible. Le contenu source suggère que la visibilité de l'action publique, lorsqu'elle est perçue comme assumée et encadrée, peut renforcer le sentiment que les autorités prennent en charge les risques au lieu de les minimiser. Cette dynamique influe directement sur les comportements quotidiens et sur la manière dont l'information est interprétée. Deux pistes simples émergent pour le public. D'abord, observer la cohérence entre discours et procédure, plutôt que de se focaliser sur les déclarations les plus spectaculaires. Ensuite, prêter attention aux délais annoncés et à leur respect, car ils révèlent souvent plus que les intentions affichées. À ce niveau, suivre l'évolution du dossier devient un exercice de lecture critique, où la forme compte autant que le fond. À ce stade, le contenu source ne propose pas une solution unique, mais une logique de cheminement articulée autour de plusieurs axes complémentaires. Le premier consiste à maintenir le traitement du dossier dans un cadre juridique formel. L'objectif est d'éviter que les accusations restent au stade de déclarations politiques ou médiatiques. Des échanges documentés, des canaux officiels et des délais identifiables, même contraignants, sont présentés comme essentiels pour déplacer la controverse vers des procédures vérifiables et opposables. Un second axe concerne la coordination régionale. Selon la lecture proposée, l'efficacité d'une demande d'extradition dépend moins de la pression publique que de l'activation réelle des mécanismes existants entre États voisins. Cela implique des consultations régulières, des clarifications sur les bases légales invoquées et une gestion collective des retombées diplomatiques. Dans cette logique, l'isolement est décrit comme un facteur de risque, tandis que la concertation réduit les marges de malentendus et les interprétations antagonistes. Le troisième axe porte sur la communication interne. Le contenu source insiste sur la nécessité de fournir aux citoyens des repères clairs, sans surenchère ni dramatisation. Informer sur le cadre, le calendrier et les limites de l'action publique permettrait de contenir les rumeurs et de stabiliser les perceptions. Cette dimension est décrite comme un facteur de résilience sociale, particulièrement dans un contexte où la sécurité est déjà fragilisée et où l'incertitude nourrit l'anxiété collective. Enfin, un suivi régulier et une évaluation continue sont mis en avant. Chaque avancée ou blocage doit être apprécié non seulement par son résultat immédiat, mais par ses effets sur la confiance institutionnelle. Dans cette approche, Ibrahim Traoré est présenté comme l'acteur qui cherche à mettre en cohérence ces étapes, en assumant que le succès ne se mesure pas uniquement à une issue judiciaire précise, mais à la solidité du processus engagé dans le temps. Le fil narratif revient ici au niveau humain, volontairement éloigné des communiqués et des échanges diplomatiques. Derrière les termes juridiques, les chiffres et les scénarios stratégiques, le contenu source rappelle que les décisions prises au sommet se répercutent sur des vies ordinaires. Dans des villages, des quartiers des armes et des familles, la stabilité n'est pas un concept abstrait, mais une condition quotidienne de protection, de circulation et de confiance minimale. Lorsque la sécurité est fragilisée, ce sont d'abord les plus exposés qui en supportent le coût. La demande d'extradition devient alors un symbole condensé de cette tension. Elle représente le refus de laisser certaines menaces rester lointaines ou implicites, et la volonté de les nommer publiquement avec tout ce que cela implique en termes de responsabilité. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros isolé, mais comme l'incarnation d'un choix assumé, rendre visibles les risques plutôt que les diluer dans le silence institutionnel. Les chiffres et les procédures prennent ici un autre sens. Reliés à leurs effets concrets, ils renvoient à des alternatives simples mais lourdes, protection ou exposition, continuité ou rupture, confiance ou doute. Le récit ne promet pas une résolution facile. Il souligne au contraire que l'inaction aurait elle aussi un poids mesurable, même si elle paraît moins conflictuelle à court terme. Lorsque le choix devient public, l'inaction cesse d'être neutre. Au terme de cette analyse,
Il ne s'agit pas de conclure par une injonction, mais par une invitation à la réflexion collective. Le dossier examiné montre comment une décision juridique, en apparence circonscrite, peut devenir un révélateur de dynamiques plus larges, rapports de force régionaux, attentes citoyennes et limites des cadres de coopération existants. Ce type de situation ne concerne pas uniquement les gouvernements directement impliqués, mais tous ceux qui s'intéressent à la manière dont justice, sécurité et diplomatie peuvent coexister dans des contextes sous tension. Pour le public, l'enjeu est aussi informationnel. Suivre l'évolution de cette affaire implique de comparer les discours aux actes, d'observer les réponses institutionnelles et de prêter attention aux délais annoncés. Cette vigilance permet de dépasser les lectures simplistes ou émotionnelles et de se concentrer sur les mécanismes réellement mobilisés plutôt que sur les déclarations les plus spectaculaires. Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré peut être lue comme un cas d'étude, plus que comme un verdict définitif. La question reste donc ouverte. Comment les États peuvent-ils traiter des accusations graves sans affaiblir les principes qu'ils prétendent défendre ? La réponse ne se trouve ni dans un slogan, ni dans une certitude immédiate, mais dans le temps long des décisions, de leurs effets et de la capacité collective à en débattre calmement.